On va accueillir maintenant, du coup, les entraidants. La vraie fois, cette fois. Donc, ils vont nous présenter donc, des activités et tables rondes pour les proches aidants. Donc, c'est des intervenants qui appartiennent à l'association, alors connue chez nous dans le Puy-de-Dôme parce que très ancienne, l'association AVI. Donc, Madame François, qui est juste à côté de moi, qui est, on dit présidente, on dit directrice. Voilà, moi je suis perdue dans les. Le président est un directeur d'établissement. Bien. Donc, Monsieur... qui est la directrice de l'association AVI et Madame le maire, psychologue. Elles vont vous expliquer, si je me souviens bien, le point et les possibilités qu'elles ont lancées et les retours qu'elles en ont eus étaient un petit peu originaux et originales, avec un espèce de lien qu'elles cultivent entre le domicile et l'EHPAD. Alors, quand vous dites elle, évidemment, nous ne sommes que les porte-parole d'une équipe qui est composée de 20 salariés et aussi d'un groupe de travail départemental qui a œuvré autour de ce projet, composé de plusieurs professionnels d'EHPAD ou du domicile. Donc, nous n'en sommes que les porte-parole aujourd'hui. C'est important de le souligner. C'est un travail très collectif. Effectivement, docteur, l'association AVI est connue, mais je souhaitais en redire deux mots malgré tout. C'est une association effectivement ancienne qui a été créée en 86 de l'initiative de directeurs d'établissements, donc majoritairement d'EHPAD à l'époque, donc presque 40 ans aujourd'hui, qui se sont retrouvés autour des valeurs que vous voyez affichées ici, qui sont les valeurs de solidarité, de coopération, de partage, et le tout encadré par un sens du professionnalisme, de l'éthique, de l'innovation et de l'adaptation. L'objectif de ce collectif est de répondre aux besoins des personnes âgées, des personnes en situation de handicap au plus près des territoires. Donc depuis près de 40 ans, il manque même 2 ans dans ce slide, les adhérents de la vie donc mettent en commun des moyens au bénéfice donc de 3500 usagers bénéficiaires qui peuvent être soit accueillis en établissement, soit vivre à domicile. Donc en établissement majoritairement des EHPAD, je l'ai dit, mais aussi des foyers de vie, des MAS, des femmes. Nous intervenons sur tous les établissements qui nous sollicitent et qui adhèrent à l'association, et des personnes qui vivent à domicile, qui sont ou pas accompagnées par des établissements, par des services d'accompagnement, SAD, SAD, etc. On peut être également sollicité directement par des particuliers qui souhaiteraient bénéficier des interventions des professionnels de la vie. Nous intervenons également auprès de leurs familles et de leurs proches aidants. Alors, on verra que le terme famille, proche aidant, ce sera l'objet un petit peu de nos échanges tout à l'heure avec Sylvia, et également les professionnels qui les accompagnent, puisque l'équipe de la vie est au plus près de tous les professionnels qui accompagnent ces personnes au quotidien. Voilà, dans ce cadre, adhérer à la vie, en fait, c'est bénéficier d'un certain nombre de services décidés par les adhérents pour les adhérents. Et le premier, peut-être, axe le plus important de l'association, c'est la mutualisation de personnel qualifié, donc un plateau technique composé de 20 salariés permanents qui ont des profils de psychologues, ergothérapeutes, psychomotriciennes, ce ne sont que des femmes, diététiciens et une art-thérapeute. Et nous travaillons également avec des vacataires spécialisés. Et donc, chaque mise à disposition est adaptée aux besoins de chaque adhérent. C'est la force de ce dispositif. L'association permet également de mettre en place des espaces de coopération et d'échange de pratiques, notamment Sylvia qui anime des échanges par métier de manière régulière. Donc, on appelle les intercadres de santé ou les interanimateurs. Et nous sommes en train de relancer les journées thématiques également. L'association permet aussi la mutualisation et le prêt de matériel. Nous avons une ludothèque, nous expérimentons éventuellement de nouveaux supports comme les casques virtuels. Voilà. Et pour finir, l'association permet de conduire des projets mutualisés, donc qui peuvent être soit des actions de prévention de perte d'autonomie, soit des actions de soutien ou de formation à destination des personnes âgées elles-mêmes, de leur famille et de leurs proches aidants et des professionnels qui les accompagnent.
Ces projets, ils sont rendus possibles par la qualité de cette équipe. Je tiens à le souligner aujourd'hui. C'est une équipe engagée, compétente, expérimentée, qui a une capacité d'adaptation extraordinaire puisqu'elles sont amenées à intervenir dans des structures, des environnements et des contextes très, très différents. Et elles s'adaptent à chaque fois avec beaucoup d'efficacité. Elles savent travailler en pluridisciplinarité. Ça veut dire que quand on conduit les projets dans les structures, le maître mot, c'est quand même d'essayer d'associer au maximum les professionnels qui interviennent au quotidien. On a eu expérimenté des projets où, un petit peu one shot, comme on dit, on vient, on fait les actions de prévention, on repart, et l'impact sur les pratiques reste un petit peu limité. Et donc, on a toujours vraiment ce souci de s'inscrire dans la vie de l'établissement et d'impliquer les acteurs du quotidien à tous ces projets. C'est donc toute cette équipe et ses compétences qui nous permettent de répondre à un certain nombre d'appels à projets de la conférence des financeurs ou de l'ARS que vous connaissez tous. Et c'est dans ce cadre-là qu'on on a eu l'occasion d'expérimenter différentes actions en direction des proches aidants. Alors, soit proches aidants de personnes âgées vivant à domicile, soit de familles de résidents. Alors, je vous épargne, vous découvrez en fait un certain nombre d'actions qu'on a pu proposer qui sont en parallèle avec ce que peut faire la plateforme de répit. On est sur du bien-être, du soutien, de la formation et des groupes d'échange. Même si le groupe de parole n'a pas grand succès, l'envie d'échanger est bien présente. Sylvia, peut-être un petit mot sur la visite réussie, qui est une nouveauté de cette année. Alors, ces visites réussies, l'idée, c'était effectivement d'aller au-delà du groupe de parole. On avait constaté que peut-être le terme en lui-même était pas très vendeur. Du mal à mobiliser les familles uniquement sur cette dimension de groupe de parole, alors que l'on constatait avec les collègues intervenants que toutes les activités était l'occasion, que ce soit la sophrologie, la socio-esthétique ou l'art-thérapie, toutes les activités qui étaient réalisées en groupe, c'était l'occasion et l'expression d'un besoin de parole. Donc, dans le cadre d'un travail sur la prévention de la dépression des résidents, on a construit avec une autre collègue psychologue un projet un petit peu d'intervention auprès des familles pour essayer de les outiller sur la visite à leurs proches. Comment faire pour continuer à rendre visite à un proche qui parle de moins en moins, qui parfois a des troubles du comportement. Comment garder le sourire et donner le sourire encore et l'envie de partager ce moment. Voilà. Je ne sais plus ce que je voulais dire sur ces visites réussies. Bien qu'on est en train de Donc c'est en test. On les débute. Et alors, pour l'anecdote, donc on avait prévu tout un contenu, alors je ne vais pas dire pédagogique, mais toute une organisation. Et en fait, les familles, là, s'en saisissent comme des groupes de parole. Donc, quand on leur propose des groupes de parole, elles ne viennent pas. Et quand on propose autre chose, elles s'en saisissent avec vraiment ce besoin de groupe de parole. Donc la complexité de répondre aux besoins, de percevoir en fait les attentes et ce qui va qui va matcher en quelque sorte. Alors, tous ces projets nous permettent effectivement d'expérimenter un certain nombre de choses. C'est l'intérêt quand même de ces appels à projets, de pouvoir tenter des choses et en tirer quelques enseignements. Et donc, c'est ce qu'on vous propose là pour poursuivre. On souhaitait partager avec vous donc l'expérimentation qui a lieu l'an dernier sur un programme qu'on a appelé les entraidants. Et dont l'objectif est tout à fait en lien avec le thème de cette journée, puisque nous avions pour objectif de créer une réelle passerelle entre les proches aidants du domicile et ceux des EHPAD. En tous les cas, de créer cette passerelle entre le domicile et l'EHPAD. C'est pourquoi ce programme ciblait les deux types d'aidants, ceux rattachés aux résidents d'EHPAD et ceux qui accompagnent des personnes vivant à domicile dont l'entrée en EHPAD est évoquée ou imminente. On a construit donc ce programme, l'équipe a construit ce programme en partant de deux constats qui paraissaient assez prégnants dans l'analyse. Et vous l'avez dit au fil de cette journée à plusieurs reprises, l'accueil en EHPAD, il est souvent précédé d'une période éprouvante pour le proche.
qui le conduit à s'isoler en fait de son environnement social, de ses amis, de ses habitudes de vie, de ses activités, de tout arrêter pour s'occuper de son proche. Et un des objectifs de ce programme était de les aider à réapprendre à s'occuper de soi, à avoir envie de faire des activités pour soi et à se remettre dans un rythme d'activité voilà, ciblé sur soi-même. Donc ça, c'était l'objet du programme d'activités variées qu'on avait pensé à la fois ponctuel ou par cycle, dans ce souci d'essayer d'installer une habitude à refaire des choses pour soi. Et la nouveauté, elle était là. Ces activités étaient organisées dans les locaux des EHPAD. Donc 20 EHPAD adhérents à la vie ont été volontaires dans cette aventure et ont accueilli les activités. On reviendra tout à l'heure sur le fait de savoir si c'était une bonne idée ou pas. Est-ce que c'était pertinent de proposer des activités à des aidants à domicile en EHPAD? Voilà. Et même aux aidants, aux familles d'EHPAD elles-mêmes. Enfin, voilà, on reviendra là-dessus. Et le deuxième constat sur lequel l'équipe a travaillé, c'est ce changement de statut qu'on a déjà évoqué tout à l'heure. Être aidant à domicile, ce n'est pas être aidant d'un résident d'EHPAD. La place change, le statut change. On était destinataire des données médicales, nous disait Madame Chardin, on ne l'est plus. Voilà, il y a un certain nombre de choses qui sont complètement bousculées et on a eu envie d'aider les familles au travers de cette conférence table ronde à ce que chacun trouve sa place autour du résident. Voilà, donc les activités sont là. On ne va pas vous les détailler puisque ce serait un petit peu soporifique sur cette fin d'après-midi. Vous pouvez les découvrir. Elles avaient pour objectif donc de se ressourcer, prendre soin de soi, échanger, partager, rencontrer et découvrir des astuces et des nouvelles pratiques pour bien vivre son statut d'aidant. Donc du yoga du rire, de la sophro, des sophro-balades, des groupes de parole. Alors l'originalité du programme, elle réside peut-être plus là, dans son organisation géographique, puisqu'on a pu, alors à partir des 22 EHPAD volontaires pour accueillir des activités, on a pu composer en fait 5 zones géographiques et nous avons déployé le même programme identique dans chacune des 5 zones, en visant la proximité maximum avec les bénéficiaires. Donc ça a bien fonctionné, enfin voilà, il y a une belle communication. Nous avons diffusé ce programme de manière très large, à la fois évidemment auprès de tous les EHPAD adhérents à la vie, qui sont au nombre de un peu plus de 40 aujourd'hui, mais également tous les EHPAD non adhérents du Puy-de-Dôme ont été destinataires de cette possibilité. Chacun pouvait sur cette affiche mettre son nom et porter cette communication auprès des familles des résidents de son EHPAD. Et évidemment, on a activé tous les réseaux classiques des acteurs du domicile, les clics, les plateformes de répit, les communes, les SAD. Voilà, on a diffusé vraiment tout azimut. Et donc, on va pouvoir vous faire un retour d'expérience avec Sylvia. Et il a fallu du temps pour mobiliser tout ce monde-là. C'est vrai qu'on a une satisfaction par rapport à la participation. On a noté des chiffres qui montraient qu'il y avait une participation assidue et régulière de plus de 700 participations, de un peu plus de 200 participants. Mais il a fallu beaucoup de temps et c'est un peu la difficulté de ces appels à projets. C'est quand ça commence à prendre, c'est fini, il faut en refaire un autre. Bon. On vous disait aussi, dans l'après-coup, on s'est questionné sur le lieu d'accueil de ces activités. On l'a proposé dans les EHPAD. C'était une volonté avec l'idée de cette passerelle domicile-EHPAD. Sauf que l'EHPAD en 2022 à l'époque et encore en 2023, c'est pas très glamour, je crois. Quand vous proposez à des aidants à domicile d'aller faire une activité agréable pour se faire du bien-être, et que vous leur dites que c'est à l'EHPAD, et tout de suite, c'est pas l'attendu. Il y a un effet repoussoir et il faut qu'on lutte contre ça, et je pense qu'on a participé modestement de ça. Donc, il y a ce repoussoir encore de l'EHPAD, et puis je crois qu'il y a aussi une représentation. C'est pas ça qu'on attend. On s'imagine pas aller faire une activité en EHPAD. Et puis, j'y reviendrai tout à l'heure, pour les familles des proches hébergés en EHPAD, ils n'attendent pas ça de l'EHPAD en fait.
Donc le lieu était peut-être pas toujours le plus attractif, mais malgré tout, on a donc reçu pas mal d'aidants, que ce soit des conjoints ou des enfants, avec des petits-enfants aussi, il me semble, avec bien sûr des disponibilités différentes, hein, journée, soirée. On avait tenté des choses sur des samedis matins pour pouvoir faire participer des aidants encore en activité. Euh, et des attentes différentes, là aussi, entre des aidants conjoints ou des aidants enfants. Euh, Différentes sur... peut-être parce que les enfants étaient plus informés de toutes les bonnes choses qu'il faudrait faire pour être un aidant qui ne s'épuise pas, donc des profils plutôt variés. Je voudrais revenir très vite, mais ça a été finalement abordé ce matin, donc je vais en faire un résumé, hein, sur l'identité même de l'aidant et ses besoins. L'identité, ou plutôt j'aurais dû noter l'identification. Mme François, vous l'avez dit, être aidant d'une personne âgée à domicile, c'est pas être aidant d'une personne âgée accueillie à l'EHPAD. Madame Chardin l'a souligné tout à l'heure, le sentiment d'être dépossédé. Monsieur Fouillou, en fin de matinée, hein, a dit, je me permets de reprendre ces mots, hein, il disait être aidant, je l'ai été, alors je ne sais plus où je l'ai, qu'il s'était senti aidant pendant des années à domicile, mais qu'une fois arrivé à l'EHPAD, c'était plus la même chose, parce qu'il n'avait plus la même responsabilité, parce qu'il n'avait plus à s'occuper de tout, en fait. Donc, la personne, le plus souvent, ne se sent plus aidante et même ne se reconnaît pas comme aidante quand son proche est à l'EHPAD. Cette identité qui s'est développée au domicile d'être l'aidant, l'accompagnant, va se diluer, en quelque sorte, se perdre lors de l'arrivée à l'EHPAD. Je vous ferai remarquer que nous, professionnels, pour la plupart, nous ne parlons pas des aidants. On parle de quoi? On parle des familles, on parle des proches, éventuellement des visiteurs, mais j'ai rarement entendu des collègues professionnels dans les EHPAD parler d'aidants du résident, hein. Donc des familles d'EHPAD ont eu du mal à se reconnaître dans nos jolies affiches. On avait soigné le design, mais le mot aidant n'était pas forcément parlant. Et puis, je crois qu'il faut insister aussi, c'est peut-être, j'ai presque envie de dire une lapalissade, mais les familles de personnes âgées hébergées, en fait, elles ont bien d'autres attentes concernant l'EHPAD. Elles n'ont pas d'attente directement pour elles. Elles attendent qu'on s'occupe bien de leurs proches. Point. Et après, leur proposer des activités à eux, ça les surprend. Elles nous disent non, mais il faut surtout vous occuper de notre parent, hein. C'est ce qui fait que l'art-thérapie, par exemple, une activité qui avait été proposée en doublon, c'est-à-dire en binôme, merci, à la fois avec la personne hébergée ou la personne âgée au domicile et son proche aidant, a eu beaucoup de succès. Une activité partagée. Parce que les familles dans les EHPAD, vous voyez, j'arrive plus à dire aidants, les aidants des EHPAD, eh bien, ont eu du mal à imaginer une activité qui soit pour eux et pas pour leurs proches. Finalement, les familles, je vous disais, en EHPAD, elles n'ont pas d'attente directe. Leur attente, leur insistance, elle est qu'on s'occupe bien de leurs proches. Et elles nous disaient, ça ira bien comme ça. Et si elles n'ont pas d'attente, elles ont surtout des questions. Beaucoup de questions. Comment ça marche ? Comment ça fonctionne, qui fait quoi, qu'est-ce que je peux dire, pas dire. Beaucoup de questions et le besoin, vous l'avez souligné à plusieurs reprises, de trouver une nouvelle place, trouver sa place auprès de leurs proches, mais aussi auprès des professionnels. Laisser au centre le résident et puis faire finalement passer du duo du domicile, hein, où la famille était là et la personne âgée, passer à quelque chose d'un trio où chacun va essayer de trouver sa place.
L'entrée en EHPAD, je vais passer très vite parce que vous le savez aussi bien que moi, voire même mieux, oui. Et en plus, on me dit qu'il faut que j'aille vite. Donc, en gros, c'est la crise, l'entrée en EHPAD. Hein. Et pour les familles, la grande question, c'est est-ce qu'il va s'y faire? Donc, beaucoup d'interrogations pour ces familles, mais la principale, c'est est-ce qu'il va s'y faire? De plus en plus, on entend parler du syndrome de glissement, des familles qui nous disent j'espère qu'il ne va pas se laisser aller, se laisser glisser à l'entrée. Sur toutes sur ces questions qu'avaient les familles autour de c'est quoi un EHPAD, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire, qu'est-ce que je peux dire, eh bien on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on travaille sur la communication entre les proches aidants et les professionnels. Et pour ce faire, on a construit, alors je dis on, excusez-moi, avec un grand nombre de partenaires, dont certains sont dans la salle, et que je remercie encore. Donc on a construit une conférence table ronde qui a eu lieu mi-novembre, si je me souviens bien, l'an dernier. Et l'idée, c'était, le thème, c'était « Ensemble pour le résident, comment professionnels et familles allaient pouvoir faire, quels étaient leurs besoins, comment communiquer pour le mieux pour le résident ». On y a dit ce qu'était un EHPAD avec des témoignages de professionnels sur place ou en vidéo. Et on a surtout écouté des familles. Et j'insisterai pour finir, excusez-moi, sur la force, la puissance de ces témoignages des familles. Pour ceux qui étaient présents ce matin, on l'a entendu. Hein, ce que dit un aidant, il le dit avec ses mots, avec son émotion, et ça touche fort les professionnels. Les professionnels présents ont insisté sur l'impact de ces témoignages et nous ont demandé finalement de pouvoir les utiliser comme un outil de sensibilisation, voire de formation pour leurs équipes. D'où nos nouveaux projets, parce qu'on n'en manque pas à la vie. Notre projet 2023, voire 2024, il est finalement de travailler un petit film, une vidéo pour pouvoir reprendre tous ces moments forts de cette conférence table ronde, notamment les témoignages de familles, et pouvoir mettre à disposition cette vidéo auprès de tous les partenaires. Voilà. Et de vous y associer autant pour ceux qui le souhaiteront à leur construction. On va relancer ça dès la rentrée de septembre. Excusez-moi, j'ai fait vite et donc peut-être un peu brouillon. Non, c'était très intéressant. Surtout, moi, je trouve votre projet, surtout la partie où, effectivement, vous avez fait ce constat un peu difficile de mélange entre l'EHPAD et le domicile, alors que l'idée de départ d'accompagner à rentrer en EHPAD, mais fait toujours aussi peur, hein, finalement.